cette conférence intitulée « Et nous aussi, nous sommes citoyennes ». Il s'agit là d'une phrase qui est extraite d'une brochure qui a été publiée par une femme en 1790, Mademoiselle Jodin. Brochure intitulée « Vues législatives pour les femmes », j'y reviendrai. Alors ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce que ça signifie, en fait, être citoyenne pendant la Révolution, puisque, comme ça a été rappelé, les femmes sont effectivement appelées citoyennes, mais elles ne peuvent exercer les droits politiques du citoyen. Et puis aussi, qu'est-ce que ça représente, vous voyez, d'assurer ainsi, haut et fort, nous aussi, nous sommes citoyennes. Ça peut paraître paradoxal, et c'est donc ce paradoxe que je voudrais examiner. Alors, dans un premier temps, je vais voir les différents sens donnés au mot citoyenne, et puis ensuite, dans un second temps, examiner comment est-ce que les femmes agissent en citoyennes et construisent une identité de citoyenne, et enfin, examiner les demandes du droit de cité, on va dire de la citoyenneté. Alors, première question, est-ce que les citoyennes existent ? Hervé Levars tout à l'heure a dit oui, mais on peut se poser la question, et puisque déjà, est-ce que le mot lui-même existe ? La question, elle peut paraître saugrenue, est-ce que le mot citoyenne existe ? Et pourtant, elle peut se poser si on va voir les dictionnaires de langue française du XVIIIe siècle. En effet, d'après certains dictionnaires, on pourrait croire que ce mot est strictement masculin, que la forme féminine citoyenne n'existe pas dans la langue française. Donc je vous propose ici de regarder un des dictionnaires les plus connus de l'époque, l'encyclopédie, enfin du XVIIIe siècle, l'encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, et vous voyez à l'article citoyen SM, c'est-à-dire substantif masculin. Vous voyez aussi que la définition du terme, c'est une définition politique, celui qui est membre d'une société libre, qui partage les droits de cette société. Donc substantif masculin, mais l'auteur de l'article, c'est Diderot qui a écrit cet article, précise aussi, on accorde ce titre aux femmes, aux jeunes enfants, aux serviteurs, comme à des membres de la famille d'un citoyen proprement dit, mais ils ne sont pas vraiment citoyens. Donc ça voudrait dire que le citoyen serait le chef de famille. C'est une conception, un droit qu'on appelle depuis Anne Vergine, une conception familialiste de la citoyenneté. Alors, vous pouvez dire c'est un dictionnaire, mais ce n'est pas le seul. L'encyclopédie n'est pas une exception. Si on se tourne vers le dictionnaire de Trévoux, qui est le concurrent, celui de l'encyclopédie, publié par les jésuites, même chose, en tout cas dans l'édition de 1771, la dernière édition. Citoyen, substantif masculin. Là aussi, le mot est, présenté comme relevant du politique et masculin. Donc. Et pourtant, dans les exemples qui sont donnés, vous avez un exemple qui concerne, alors on peut lire, une femme de Sparte avait 5 fils à l'armée, elle attendait des nouvelles de la bataille, un ilote arrive, elle lui en demande en tremblant des nouvelles, vos 5 fils ont été tués, ville esclave, t'ai-je demandé cela, nous avons gagné la victoire, la mère court au temple et rend grâce au Dieu, voilà la citoyenne. Donc oui, alors que il est dit que c'est un substantif masculin, il y a quand même le mot apparaît, mot citoyenne, enfin la forme féminine du mot apparaît, alors qu'elle ne devrait logiquement pas exister. Et ici, d'ailleurs, à la différence de l'encyclopédie, la citoyenne n'est pas seulement la femme du citoyen, c'est une femme qui fait preuve de sentiments civiques, même si elle reste liée à la famille, puisque c'est une mère, mais une mère qui met le bien de la cité au-dessus de ses sentiments maternels. Alors en fait, tous les dictionnaires qui, comme celui de Trévoux ou comme l'encyclopédie, donnent une définition politique du citoyen, qualifient le mot de substantif masculin. Bon, en même temps, vous voyez, vous êtes rassurés que le mot existe. On le voit de façon tout à fait officielle, si on peut dire, dans le dictionnaire de l'Académie française. Entre autres, citoyen, citoyenne, c'est un substantif et pas spécifiquement un substantif masculin. Donc, mais vous voyez aussi que toute la partie appréhension politique du citoyen a disparu. C'est simplement le citoyen ou la citoyenne, habitant ou habitante d'une ville, d'une cité. Donc, d'ores et déjà, on remarque l'ambiguïté de ce mot, avant même la Révolution. Une ambiguïté qui tient en grande partie au fait qu'au XVIIIe siècle, les femmes sont considérées avant tout comme relevant de l'espace familial, de la sphère familiale et non pas de l'espace politique, ce qui illustre d'ailleurs la définition de l'encyclopédie. Et pourtant, en même temps, elles appartiennent au corps social, que ce soit à une cité ou à un pays.
Alors, cela dit aussi, pendant l'Ancien Régime, la définition politique du citoyen reste toute théorique, puisque les Français sont des sujets du roi, et c'est la Révolution qui en fait des citoyens, membres du peuple souverain et pourvus de droits politiques. En même temps, comme Hervé d'ailleurs l'a rappelé, dès le 21 juillet 1789, donc une semaine à peine après la prise de la Bastille, le député Sieyès propose de distinguer deux types de citoyens, les actifs, qui peuvent exercer les droits politiques, et les passifs, qui ne peuvent pas les exercer. Les femmes font partie des passifs, et vous voyez, Sieyès assure les femmes, du moins dans l'état actuel, les enfants, les étrangers, etc., ne doivent point influer activement sur la chose publique. On peut remarquer le du moins dans l'état actuel qui laisserait peut-être, qui en trouve une porte sur un avenir très lointain, mais enfin Sieyès n'en dira jamais plus. Donc on ne sait pas très bien pourquoi il a écrit cela. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, à la différence des hommes, en fait, les femmes ne sont pas nommément désignées comme passives. On ne parle pas de citoyennes passives. Mais citoyennes, ça suffit pour exprimer le fait qu'elles ne peuvent exercer les droits politiques. La restriction va de soi pour les révolutionnaires, donc ce n'est pas nécessaire de préciser une telle évidence. On peut d'ailleurs aussi souligner que donc il y a d'autres groupes, il y a des groupes d'hommes, plusieurs groupes d'hommes qui sont exclus de l'exercice des droits politiques. Pour tous ces groupes, il y a eu des débats, souvent animés à l'Assemblée nationale, que ce soit les plus pauvres, ceux qu'on appelle les libres de couleur, les juifs avant qu'ils obtiennent la citoyenneté, etc. Chaque fois, il y a eu des débats, sauf pour les femmes. Il n'y a eu aucun débat. C'est passé comme une lettre à la poste, tellement ça paraissait évident que les femmes n'exerceraient pas les droits politiques. Parce que pour les révolutionnaires, pour la majorité des révolutionnaires, le modèle idéal de la femme, c'est celui d'une mère de famille qui élève ses enfants dans l'amour de la liberté et qui ne se mêle pas des affaires publiques. Pourtant, pendant la Révolution, les femmes sont couramment appelées citoyennes. C'est une appellation qui devient usuelle dans les actes de la vie publique après 1792. C'est une appellation qui n'est pas anodine. On peut même dire qu'elle représente d'une certaine façon une coupure pour les femmes, puisque vous voyez, dans l'espace public, quand on s'adresse à elles ou quand on leur demande de décliner leur identité, elles vont dire citoyenne, citoyenne, Sieyès, par exemple, je ne sais pas. Mais avant, les anciennes appellations disparaissent et elles ne sont pas. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, quand on s'adressait à elles, elles étaient caractérisées par leur situation matrimoniale, fille d'eux, femme d'eux, veuve d'eux, ou dans les milieux aisés, madame ou mademoiselle. Désormais, vous voyez, être appelée citoyenne, les relie d'emblée, alors non pas à un homme de la famille, mais à la communauté politique. Donc les inclut dans l'espace politique de la nation. On peut aussi préciser que ce mot citoyenne était très rarement utilisé avant 1789. Contrairement à citoyen, le mot citoyen s'était répandu dans le langage dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Je renvoie là, j'utilise une étude qui avait été faite il y a plusieurs années de cela par la linguiste Anne Geffroy. Et avec les moyens informatiques de l'époque, elle avait construit, c'est en 1988, une banque de données et dans laquelle elle avait entré plusieurs œuvres du XVIIIe siècle. Et elle avait interrogé cette banque de données pour savoir le nombre de fois apparaissaient citoyens et citoyennes, donc avant la Révolution. Et citoyennes, 30 occurrences, citoyens, près de 5000. Alors, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, on ferait des choses certainement bien meilleures, mais ça donne quand même un indice qui me semble assez clair. Et ce que l'on peut ajouter aussi, c'est que ce sont probablement les femmes elles-mêmes qui ont installé ce mot dans le vocabulaire révolutionnaire. Vous savez, dès 1789, elles-mêmes se désignent comme citoyennes, elles parlent de leurs concitoyennes. Elles mettent ce mot en avant et elles contribuent ainsi à le diffuser dans l'espace public et dans la langue française. Alors, vous voyez bien, on n'est pas dans le registre de la demande de droit. Elles ne demandent pas de droit politique, ces femmes. Mais on est plutôt dans le registre de l'affirmation, dans la construction d'une identité politique de citoyenne. Voilà. Donc, des femmes qui s'affirment citoyennes, vous voyez ici, on a une assiette révolutionnaire
On voit une femme blanchisseuse avec son battoir au bord de la rivière, et il y a indiqué Marianne Pigu, citoyenne, 1793. On ne connaît rien de cette femme, on ne sait pas pourquoi elle est représentée sur cette assiette. On peut quand même, à mon avis, lire une certaine fierté dans cette précision citoyenne. De même, j'ai indiqué à côté la signature d'une Brestoise qui, en 1794, signe une pétition. C'est la femme d'un marin, Louise Meunier, femme Boiscot, citoyenne pour la vie. Vous voyez, citoyenne pour la vie. Dans ces deux cas, et puis il y en a d'autres, on peut supposer que citoyenne pour ces deux femmes, Marianne Pigu ou la femme Boiscot, citoyenne, s'affirmer citoyenne, c'est une façon d'affirmer son soutien à la Révolution. C'est-à-dire être patriote, comme on disait. Mais vous voyez, c'est bien le mot citoyenne et pas le mot patriote qui est utilisé, qui est mobilisé, ce qui, à mon avis, est un indice du fait que ce mot est un titre, un sens assez fort. Sans pour autant que ces femmes revendiquent l'égalité de nos droits politiques. Alors, quelques-unes, tout de même, associent le mot à l'idée de droit, comme celle qui a écrit la brochure qui donne son titre à la conférence. Vous voyez, donc cette brochure, je ne sais pas si vous voyez bien, Vue législative pour les femmes, adressée à l'Assemblée nationale par mademoiselle Jodin, fille d'un citoyen de Genève. Alors elle dit que mademoiselle Jodin, puisque en 1790, l'appellation citoyenne n'est pas encore d'un usage courant. On la connaît, il s'agit de Marie-Madeleine Jodin, effectivement, fille d'un horloger genevois, mais qui est venue à Paris, qui a travaillé à Paris, qui connaissait Diderot. Son père est mort assez jeune, elle a une vie assez aventureuse, on va dire, mais Diderot l'a pris sous sa protection. On a fait en quelque sorte sa pupille quand elle avait une vingtaine d'années. Il a correspondu avec elle. Bref, en 1790, elle a une cinquantaine d'années, elle meurt quelques mois plus tard, et elle publie ce texte, Vue législative pour les femmes. C'est un texte revendicatif, un des rares textes revendicatifs de la période. Elle reprend l'affirmation de Poulain de la Barre, que vous connaissez peut-être, l'esprit n'a point de sexe, et elle appelle les femmes à réclamer les droits imprescriptibles que leur assurent la nature et le pacte social. Vous voyez, on peut regarder. Vous voyez aussi comment la brochure est dédiée à mon sexe. Et elle écrit donc « Quand les Français signalent leur zèle pour régénérer l'État, etc., j'ai pensé que mon sexe, qui compose l'intéressante moitié de ce bel empire, pouvait aussi réclamer l'honneur et même le droit de concourir à la prospérité publique, et qu'en rompant le silence auquel la politique semble nous avoir condamnés, nous pouvions dire utilement, et nous aussi, nous sommes citoyennes. » Et vous voyez qu'elle le met aussi en exergue, cette phrase, elle la met en exergue de sa brochure. Et elle appelle les femmes à réclamer les droits que leur assure la nature. Alors, pour de nombreux révolutionnaires, pour la majorité des révolutionnaires, eh bien, disons qu'ils ne partagent pas cette conception de la citoyenne. Comme dans l'encyclopédie, ils considèrent plutôt que la citoyenne est avant tout, et peut-être même seulement, l'épouse du citoyen, qui doit se consacrer à sa famille, son mari, ses enfants, sans s'occuper des affaires de la cité, éventuellement en s'intéressant, mais sans y participer. On peut donc dire qu'il y a deux conceptions opposées de ce qu'est une citoyenne qui se côtoient et même qui s'affrontent pendant la Révolution. Un bon exemple en est donné dans le débat, en fait dans l'échange qu'il y a eu dans le journal Les Révolutions de Paris. Très rapidement, pour le situer, Les Révolutions de Paris, c'est un journal, on dirait aujourd'hui plutôt à gauche, mais qui se signale aussi par son hostilité farouche à toute intervention politique des femmes dans les événements révolutionnaires. Il faut bien préciser d'ailleurs que cette position, elle est assez extrême. Elle est beaucoup plus, les rédacteurs ou le rédacteur de la Révolution de Paris sont beaucoup plus hostiles à l'intervention des femmes dans la Révolution que ne le sont la majorité des révolutionnaires. Alors, en janvier 1793, le journal publie un article contre les clubs de femmes
Et voyez, alors je prends le second paragraphe. Hein. Au nom des bonnes mœurs domestiques, dont les clubs de femmes sont les fléaux, nous conjurons les bonnes citoyennes de Lyon de rester chez elles. Elles venaient de créer un club, de veiller à leur ménage, etc. etc. C'est tout à fait à dessein hein, que le rédacteur utilise toujours le terme de club de femmes et pas club de citoyennes. Comme on le voit, hein, les clubs de femmes pour lui sont un fléau, alors que les bonnes citoyennes, eh bien, elles doivent rester chez elles, veiller à leur ménage, sans avoir la prétention d'entendre le contrat social à livre ouvert. Et vous voyez, hein, elles pourraient éventuellement se réunir. Rien ne serait plus édifiant, plus utile qu'un cercle de bonnes mères de famille du même quartier, se réunissant chaque jour, leurs enfants sur les genoux et de l'ouvrage à la main, parce que quand même, il ne faut pas qu'elles restent sans rien faire. Elles se consultent réciproquement sur les devoirs de leur État, donc les devoirs, pas les droits, qu'un citoyen père de famille vienne chaque soir leur faire part des événements de la journée et leur lise la loi nouvelle qui les concerne, là encore, et celles qui les concernent, hein, non pas les lois qui concernent l'ensemble de la nation, mais celles qui les concernent. Il n'y aurait rien à dire à cela. Alors je répète hein, qu'il s'agit d'une position extrême, qui n'est pas celle de la majorité des révolutionnaires, même si pour eux, la citoyenne c'est avant tout l'épouse du citoyen et la mère des citoyens, avant tout une mère de famille. Ils ne considèrent pas pour autant que c'est une femme qui doit rester recluse hein, dans son ménage et qui ne doit pas s'informer des lois. En tout cas, cet article provoque l'indignation de la présidente du club de femmes de Dijon et elle envoie une lettre de protestation qui est publiée dans le journal. Vous voyez, elle écrit d'abord, comme dans le gouvernement républicain, chaque individu doit coopérer au bien de la République. Il s'ensuit nécessairement que les femmes qui font partie de la société doivent contribuer autant qu'elles le peuvent au bien de tous. Donc les femmes qui font partie de la société, eh bien, les femmes sont des êtres sociaux et pas seulement domestiques, et comme telles, doivent participer au bien de la communauté. Et cette société, elle a une forme politique, la République, et elle est peuplée de citoyens, et donc elle continue. Il est naturel que les citoyennes, elle utilise maintenant le mot citoyenne, qui font partie de la République et s'en enorgueillissent, doivent se rendre utiles à la chose publique. À la chose publique, la res publica. Donc vous voyez, on voit bien, pour les femmes, quand elle utilise le terme femme, elles font partie de la société, mais la citoyenne est un individu politique, un membre actif de la République, qui peut se rendre utile en intervenant. Et vous voyez la réponse du journaliste, dans le même numéro, il se renvoie à Rousseau. Il avait d'ailleurs déjà cité Rousseau en disant qu'il n'aurait jamais permis, Émile n'aurait jamais permis à Sophie de se rendre dans un club de femmes. Et puis il continue, mêlez-vous de gouverner votre maison, laissez-nous le soin de la République, laissez faire aux hommes la révolution et s'élever à toute sa hauteur. De quoi vous mêlez-vous? Alors, bien cependant, hein, de même que la présidente du club de femmes de Dijon, de nombreuses femmes considèrent elles aussi, hein, que être appelée citoyenne, ça ne signifie pas seulement être la femme du citoyen. Que bien sûr, la citoyenne ne possède pas les droits politiques, mais qu'elles sont membres du peuple souverain et donc peuvent participer à la chose publique, hein, comme l'écrivait la citoyenne Blandin de Moulins, présidente du club de Dijon. Parce que pendant la Révolution, être citoyen, ce n'est pas seulement posséder l'exercice des droits politiques, c'est aussi participer à une série de pratiques hein, qui contribuent aussi à créer le ou la citoyenne. Donc, c'est ce que l'on va voir dans un second point. Participer à la chose publique, construire une identité de citoyenne. Pour commencer, il faut préciser que dans le discours, hein, les discours tenus sur elles, les femmes apparaissent le plus souvent comme un tout homogène, qui serait défini par le fait qu'elles sont des femmes, hein, par leur identité de genre, mais que dans la pratique, évidemment, elles sont séparées par de multiples différences, et que les différences d'opinion hein, l'emportent sur une hypothétique, on dirait aujourd'hui, identité de genre ou solidarité féminine. Hein, voilà. Et puis par ailleurs, que le mouvement révolutionnaire est formé structurellement d'hommes et de femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement révolutionnaire, à tout moment, il y a des hommes et des femmes. Peut-être qu'elles n'y apparaissent pas toujours au même moment, dans les mêmes positions, parce qu'elles n'en ont pas les possibilités, hein, puisqu'elles n'ont pas les mêmes droits. Mais c'est pas à certains moments, les femmes apparaîtraient, puis ensuite elles disparaîtraient. Non, elles sont de façon structurelle hein, dans le mouvement révolutionnaire, mais en proportion et en position inégale. On trouve toujours moins de femmes, hein, quel que soit l'endroit, et en position inégale à cause des différences de statut, qu'elles soient politiques, sociales,
que le statut soit politique, social ou familial. Puisque bien sûr, comme elles sont exclues de l'exercice des droits politiques, elles ne peuvent pas être élues, elles ne peuvent pas voter, faire partie de la garde nationale, donc elles ne sont pas de ce point de vue-là sur le même plan que les hommes. Et puis aussi, il y a aussi un statut familial qui peut peser, hein, le poids de la fonction maternelle. Les études qui ont été faites sur les sans-culottes, que ce soit à Marseille ou à Paris, montrent, donc les sans-culottes, un révolutionnaire militant, montrent que la moyenne d'âge, enfin le sans-culotte type, si vous voulez, est un père de famille d'une 40aine d'années. Les jeunes partent à la guerre, hein, à partir de 92, alors que les militantes, au contraire, eh bien, ce sont le plus souvent des femmes qui ont soit moins de 30 ans, soit plus de 50 ans. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, c'est très simple, hein, des femmes qui n'ont pas plusieurs jeunes enfants dont elles doivent s'occuper. Alors, tout ça ne les a pas empêchés d'intervenir dans la sphère politique par différents moyens, de différentes sortes. D'abord, prendre la parole, participer au débat public. Vous voyez, dans un cahier de doléances des blanchisseuses et lavandières de Marseille en 1789. Alors, est-ce que c'est elle qui a écrit cette phrase? N'en sais rien. En tout cas, elle se trouve dans leur cahier de doléances. Elle assure: toute la nation est actuellement exaltée. Chaque citoyen a le mérite et la capacité de bien dire. Le patriotisme nous embrasse tous. Exprimons-nous. Et de fait, s'exprimer, eh bien, les hommes et les femmes ne vont cesser de le faire pendant la Révolution. Donc des femmes publient des brochures dès 1789, des brochures qui donnent leur avis sur le cours de la Révolution, sur les lois, qui proposent des réformes, par exemple, comment faire pour résorber la dette publique, quel doit être le statut des Juifs, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, une partie de ces brochures s'intéresse plus spécifiquement au sort des femmes. Elles demandent généralement une meilleure éducation, une loi sur le divorce, l'égalité successorale. Ces textes ont des aujourd'hui assez modérés. Vous voyez, ici, vous avez la pétition des femmes du tiers-état au roi, publiée en 89. Elles écrivent: les femmes ne pourraient-elles pas aussi faire entendre leur voix? Mais ce qu'elles demandent, c'est que soient créées des écoles gratuites pour les filles, où on pourrait leur apprendre les vertus de notre sexe, la douceur, la modestie, la patience, la charité, mais surtout pas les sciences, hein, inutiles à de bonnes épouses et de bonnes mères de famille. Donc, vous voyez, des textes assez modérés. D'autres le sont moins, mais publier ainsi des brochures montre aussi leur souhait, hein, de ne pas être exclus de la vie politique, d'apporter leur contribution à la construction de la cité, hein, et d'affirmer une identité politique de citoyenne. Citoyenne, c'est un mot d'ailleurs qui résonne, hein, dans toutes ces brochures. Prendre la parole, c'est alors des brochures, mais aussi vous avez des journaux il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns qui s'adressent à un public spécifiquement féminin. On ne sait pas d'ailleurs s'ils ont été rédigés par des hommes ou par des femmes, mais ils visent un public féminin. Donc là, je vais donner deux exemples, hein, les Annales de l'éducation du sexe, qui s'intéressent à la question de l'éducation, mais qui au-delà, quand on lit le journal, il y a une volonté, comment dire, de ne pas être compté pour rien, hein, dans cette nouvelle société qui est en train de se construire. Et puis l'autre, je suis la mère du chêne, hein, je suis la véritable mère du chêne, donc qui reprend le modèle du père du chêne. Journal bien connu et très apprécié. Vous en avez deux, mère du chêne. Donc je suis la véritable mère du chêne, et puis aussi celle-ci, enfin, les lettres bougrement patriotiques de la mère du chêne, où on voit ici, alors la mère du chêne se présente comme l'épouse du père du chêne. Dans ce journal-là, on reste dans, vous voyez, la mère du chêne, elle sert à boire à son mari. Dans les numéros, il est présenté comme celui qui joue le rôle d'éducateur, hein. C'est le mari qui joue le rôle d'éducateur pour les femmes. En revanche, dans les lettres bougrement patriotiques de la mère du chêne fume une pipe, elle a un sabre à la main, bon ça c'est la quenouille, hein, le symbole féminin, mais comme elle a aussi son sabre, et puis elle a des passages, hein, qui montrent une certaine fierté, hein, du fait que les femmes participaient aux événements, et voilà, et elle s'élève contre ceux qui voudraient que les femmes ne soient pas instruites, qu'elles ne s'occupent que de leur ménage. Vous voyez le vocabulaire, hein, pardon. Le vocabulaire, hein, c'est le même vocabulaire que le père du chêne. Rengorge-toi bien la mère du chêne, tu en as sujet, foutre. Quand nous voulions parler autrefois, on nous fermait la bouche en nous disant fort poliment: vous raisonnez comme une femme, c'était dire à peu près comme une foutue bête. À Bougre, tout est bien changé maintenant, nous sommes bien grandis depuis la Révolution, nous sommes admis au jeu dans les clubs, nous y faisons même des motions, etc., etc.
Prendre la parole, eh bien, ça peut être aussi par des lettres envoyées aux journaux. Par exemple, on a vu l'exemple de la citoyenne Blandine de Melun qui écrivait aux Révolutions de Paris, il y en a d'autres. Des affiches qui sont placardées dans la rue, lues collectivement. Et puis des pétitions. La pétition, alors la pétition sous la Révolution, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement une réclamation. Elle peut être individuelle, collective, présenter un cas personnel aux députés ou bien donner un avis sur telle ou telle loi, féliciter les députés sur telle loi, tel événement, au contraire, leur proposer des réformes, des mesures, réclamer des mesures d'ordre général. Donc c'est là un des moyens privilégiés de participer au dialogue entre la nation et ses représentants. Et vous avez alors les femmes signent des pétitions soit avec les hommes, soit parfois des pétitions qui sont seulement signées par des pétitions collectives, seulement signées par des femmes. Une des autres caractéristiques de la Révolution, bien sûr, c'est la naissance d'une importante sociabilité politique. Une sociabilité politique qui peut prendre place de façon informelle dans la rue, au cabaret. Et dans la rue, au cabaret, vous avez de nombreux groupes qui discutent politique. Et on relève de fréquents témoignages qui assurent que le soir, vous avez des femmes du peuple qui politiquent, selon le terme, qui politiquent au cabaret autour d'une bonne bouteille. Et puis, il y en a une qui lit un article de journal, qui lit tel discours de tel député. Et puis, elles en discutent. Alors souvent, c'est un peu échauffé, parce que quand même, au cabaret, on y va aussi pour boire quand même un peu. Et puis les autres applaudissent, interviennent, etc. Voilà. Mais ce qui caractérise quand même surtout la Révolution, c'est la société politique organisée dans les assemblées et les clubs. Et alors, les assemblées élues, évidemment, sont masculines, mais il est possible à tous et à toutes de suivre les débats depuis les tribunes qui entourent les salles des séances et qui sont ouvertes au public. Et cela, que ce soit à l'Assemblée nationale, je reviens tout à l'heure, au tribunal révolutionnaire. Alors ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne suis pas sûre que vous voyez très bien, mais il y a beaucoup de femmes dans les tribunes du tribunal révolutionnaire, de même qu'à l'Assemblée nationale. Et les témoins remarquent qu'en tout cas à Paris, les femmes sont effectivement très nombreuses dans ces tribunes. Certains, qui n'approuvent pas, leur reprochent, je cite, leur rage de courir les assemblées. De même, la présence des citoyennes est largement attestée dans les tribunes des assemblées générales de section, enfin de quartier, qui se réunissent plusieurs fois par semaine, et où elles ont un rôle, je dirais, de spectatrices plus ou moins actives. Elles peuvent demander la parole, elles ne peuvent pas voter, mais elles peuvent demander la parole, et puis elles n'hésitent pas à intervenir, parfois de façon assez virulente d'ailleurs, parce que ceux qui ont la parole, ce sont leurs voisins, leurs maris, leurs pères, leurs frères, enfin, donc elles les connaissent. Et puis on les retrouve dans les tribunes de la majorité des clubs ou des sociétés politiques. Presque tous sont ouverts uniquement aux hommes, mais ces clubs tiennent compte de la présence de ce qu'on appelle les citoyennes des tribunes. Par exemple, dans le club des Cordeliers, un des grands clubs parisiens, eh bien, celles qu'on appelle les cuisinières du Père Duchesne. Autrement dit, les habitués qui occupent les premiers rangs des tribunes font des motions avant l'ouverture de la séance. Quelques sociétés sont mixtes. On en a actuellement relevé de plusieurs dizaines, une trentaine à une cinquantaine. C'est peu, quand on sait qu'au plus fort de leur existence, vous avez plus de 5000 sociétés qui existent. Donc même s'il y en a plusieurs dizaines, même s'il y en a une centaine, ça reste quand même limité. Mais dans ces sociétés mixtes, eh bien, les adhérentes, elles payent leurs cotisations, elles peuvent voter, elles peuvent être élues au bureau, alors jamais comme présidente, mais quand même au bureau. Et puis, elles peuvent même interroger ceux qui demandent à adhérer à la société. Elles font partie de ce qu'on appelle le comité épuratoire. Et ça ne plaît pas à tous. Voilà. Ainsi, un homme assure qu'il est indigné parce qu'il a vu la dignité de l'homme offensée en passant sous la censure de quelques femmes. Donc, vous voyez, la fréquentation des tribunes caractérise l'engagement quotidien des citoyennes les plus engagées. Et c'est d'ailleurs cette pratique qui sert à les
à les désigner. Elles ne sont pas appelées sans culotte, mais alors parfois jacobines et encore plus souvent habituées des tribunes ou bien tricoteuses. Alors en fait l'appellation tricoteuse arrive assez tard parce qu'elles tricoteraient pendant les séances, en fait elles cousent. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs, on en a des exemples, des témoignages qui viennent avec pas tellement leur tricot mais de la couture ou faire de la charpie pour faire des bandages pour les soldats pendant qu'elles écoutent les séances des clubs ou de l'Assemblée nationale. Alors les plus motivées y vont tous les jours et elles y vont avec leurs amis, hommes ou femmes. Les autres, elles y vont, comme elles disent, quand il y a quelque chose de bon, en période de crise ou de mobilisation. Dans ces tribunes, par la lecture des journaux également, elles acquièrent ainsi une certaine culture politique. Alors pas livresque, qui peut être limitée, mais qui n'est pas plus limitée finalement que celle des hommes de leur milieu. Et ce que j'ai pour dire qu'elles ne sont pas les mineurs politiques décrites par les contemporains pour justifier l'exclusion des droits politiques. Et puis leur présence dans les tribunes est aussi un moyen pour elles de participer à la Révolution et de donner son sens au mot citoyen. Malgré tout, leur possibilité d'expression est limitée dans ces tribunes, aussi pour se faire mieux entendre. Dès 1790, des femmes ont formé des clubs de femmes, des clubs dans lesquels d'ailleurs on trouve souvent le mot citoyenne. Je vous cite par exemple citoyenne sans culotte du Mans, citoyenne républicaine amie de la montagne, de Dieuze, citoyenne républicaine révolutionnaire amie de la Constitution, de Tonnerre. Alors ces clubs, on a repéré une soixantaine, il y en a probablement plus, mais là encore, vous voyez, même si on en trouve une centaine, voire plus d'une centaine, ça reste faible face aux 5000 sociétés populaires en 1794. Parfois, ils ont d'ailleurs une durée de vie assez éphémère. On en trouve dans toute la France, sauf en Bretagne. Particulièrement dans le sud-ouest, dans des grandes villes, mais aussi dans des petites villes. Je vous cite, alors je ne vais pas développer, mais Ruffec, Damazan, Casteljaloux, Caraman, Castellane. Vous voyez, ce ne sont pas des grandes villes. On en trouve aussi dans des villes plus grandes, mais voilà. Dans les premières années de la Révolution, ces clubs sont surtout composés de parentes des notables révolutionnaires locaux. Elles s'occupent des tâches traditionnelles de bienfaisance, secours aux pauvres, aux indigents, instruction des filles pauvres. Mais en même temps, pendant les séances du club, elles lisent collectivement les journaux, les lois, elles débattent des événements. Et à ma connaissance, moi je ne connais que deux représentations de clubs de femmes pendant la Révolution. Ça, c'en est une, plutôt, on va dire, positive. Ces femmes se paraissent assez calmes. Et vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, non, je ne pense pas. Mais il est indiqué que donc ce club de femmes bien patriotes, la légende indique que la présidente, on voit, c'est la femme qui est debout, qui a à la main des papiers, elle fait la lecture des séances de la Convention et la légende précise on approuvait ou on critiquait les décrets. Et en même temps, on voit qu'il y a une collecte qui est faite en même temps, donc acte de bienfaisance, à la fois lecture des décrets, et non seulement lecture, mais on critique, et aussi acte de bienfaisance, une collecte en faveur des patriotes indigents. Voilà. Et puis après, à partir de 1792, le recrutement s'élargit un peu socialement de ces femmes et de ces clubs, et la plupart se radicalisent, envoient des pétitions à la Convention, se mobilisent dans les conflits locaux. Ici, en fait, on a dans cette représentation-là, on a des femmes de milieux divers parce qu'on voit qu'elles sont plutôt bien habillées, mais il y en a aussi qui sont les bras nus. En général, les bras nus, c'est un signe qu'on appartient à un milieu plutôt populaire. Là, vous avez l'autre représentation que je connais des clubs de femmes. Donc là, vous voyez, la perspective change. C'est une caricature. On voit bien comment elles sont. Ce qui domine, c'est l'agitation. Elles sont, elles lèvent le poing. On voit bien qu'elles crient, etc. Alors, c'est probablement un des clubs qui a existé à Paris, qui est représenté ici. À Paris, il y a deux clubs féminins qui se sont succédés. Un en 1791-1792, qui s'appelait la Société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité, qui était surtout ouvert à des femmes riches. La cotisation était assez élevée, même très élevée, et on ne sait pas grand-chose de lui à part que les femmes de ce club ont revendiqué les droits politiques, ont demandé l'égalité politique. Le second club parisien, qui est probablement celui qui est représenté ici, c'est le club des citoyennes républicaines révolutionnaires, qui a été créé en 1793
par des femmes qui avaient déjà une activité politique, hein, qui s'étaient déjà rencontrées dans les tribunes de l'Assemblée, d'autres clubs, dans les sociétés populaires mixtes, et qui donc décident de former un club de femmes. Pour celles que l'on connaît, elles travaillent toutes. Les métiers, l'artisanat, boutiquière, marchande des rues, blanchisseuse, domestique. Les deux dirigeantes les plus connues de ce club, Pauline Léon, Pauline Léon est une marchande fabricante de chocolat, et l'autre dirigeante connue, Claire Lacombe, est une comédienne. Voilà, leur objectif, c'est, je cite, armer les femmes, armer les citoyennes, pardon, pour lutter contre l'ennemi du dedans. C'est-à-dire, pendant que les hommes combattent en guerre, hein, donc pendant que les hommes combattent à l'extérieur les ennemis de l'extérieur, eh bien les femmes combattraient à l'intérieur les ennemis de l'intérieur. Pour elles, hein, ce sont les Girondins. Et voilà. Bon, l'hostilité masculine, hein, les force à renoncer à cet objectif d'armer les femmes, parce que c'est très très mal reçu. Autant l'existence du club est bien reçue, autant cette volonté d'armer les femmes est très mal reçue. Mais elles ont quand même une activité politique importante. Et pendant l'été 93, elles ont représenté une force, une des principales forces, hein, du mouvement populaire parisien. Elles n'ont pas réclamé l'égalité politique, mais elles n'étaient pas insensibles à la question. Puisque par exemple, à l'intérieur du club, elles n'ont pas réclamé l'égalité politique à l'extérieur du club, mais on sait qu'à l'intérieur du club, eh bien, par exemple, une d'entre elles assure que les femmes sont dignes de gouverner, presque mieux que les autres. Une autre, une domestique, écrit que les vrais républicains, s'ils veulent vraiment être républicains, ils doivent renoncer à leur despotisme marital, parce que, je la cite, les femmes commencent à voir qu'elles ne sont pas faites pour être plus avilies qu'eux. Mais à l'automne 1793, la société est mise en cause pour ses positions politiques. Ah oui, j'ai envie de dire, c'est un club qui se situe, on dirait, avec des termes d'aujourd'hui, c'est un peu anachronique, mais sur l'échiquier politique à l'extrême gauche. Elles sont proches de ce qu'on appelle les enragés. Et donc à l'automne 93, les enragés les dirigeants enragés sont arrêtés, et le club, donc, ce club de femmes est mis en cause, alors à la fois pour ses opinions politiques, mais aussi parce que la majorité des révolutionnaires n'acceptaient qu'avec réticence l'intervention active de femmes. Et le 30 octobre 93, en prenant prétexte une rixe qui avait opposé les femmes du club des citoyennes républicaines révolutionnaires aux marchandes de la Halle, la Convention interdit ce club, et par la même occasion, tous les clubs de femmes. Et par la même occasion, rappelle que les femmes ne peuvent exercer les droits politiques. Attention, j'insiste là-dessus, c'est un rappel. C'est pas à partir de 1793 que les femmes ne possèdent pas les droits politiques, elles ne les ont jamais possédés. Mais simplement, et je reviendrai pourquoi, c'est à ce moment-là que la question est abordée frontalement à l'Assemblée. Donc les clubs féminins sont dissous, mais les militantes continuent à fréquenter les tribunes ou des autres clubs ou bien les sociétés populaires mixtes. Alors, ces militantes, elles ne formaient qu'une minorité, et à la différence de celles qui se sont mobilisées au sein des foules, contribuant aussi par cette façon à la construction de la citoyenneté, à être... Alors, participer aux insurrections, il faut d'abord dire que les femmes sont présentes dans toutes les émeutes et les insurrections, et pas seulement quand le pain est cher. Dans la majorité des émeutes et des insurrections, ce sont, je dirais, des individus féminins, comme ici on voit une femme là, le 13 juillet 89, armée d'un fusil. Donc des femmes qui individuellement sont dans des foules qui sont majoritairement masculines. On sait qu'il y en a qui ont pris part à la prise de la Bastille. On sait aussi qu'en 1792, il y a 3 femmes qui reçoivent une couronne civique pour le courage qu'elles ont montré lors de l'assaut des Tuileries, etc. Et ça, c'est vrai à Paris, en province. Bon. Donc, des femmes dans toutes les émeutes et les insurrections, comme individus féminins. Mais il arrive aussi, donc le plus souvent dans une position seconde, elles sont moins nombreuses que les hommes qui sont armés. Mais il y a aussi des moments où les femmes se détachent dans les témoignages comme un groupe spécifique qui joue un rôle de premier plan. Ces 2 moments les plus connus, ce sont ce octobre 1789, le 5 octobre, plusieurs milliers de Parisiennes vont à Versailles réclamer, alors du pain, certes, mais aussi réclamer que le roi signe ce qu'on appelle les décrets d'août, c'est-à-dire
la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et l'abolition des privilèges. Et à l'Assemblée, ça aussi on l'oublie un peu, une fois arrivées à Versailles, elles entrent dans l'Assemblée. Vous voyez, on les voit ici, et elles sont reçues par les députés, elles leur font entendre leurs revendications, etc. En 1795, il y a plusieurs soulèvements au printemps 1795 qui se commencent également par des rassemblements de femmes, notamment le premier prairial, c'est-à-dire le 20 mai 1795. Vous avez de tous les coins de Paris, de tous les quartiers de Paris, des femmes qui se dirigent vers la Convention, qu'elles assiègent. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui sont dans les tribunes. Ici, on voit bien les tribunes. Alors là, évidemment, la Convention est envahie, donc il y a foule, mais on voit bien les tribunes qui étaient réservées au public. Et premier prairial, d'ailleurs, dans certains témoignages, on parle de la journée des femmes. Et on voit bien dans cette gravure, donc la Convention est envahie par les hommes et par les femmes, mais on voit bien qu'il y a de très nombreuses femmes. Après l'échec de l'insurrection, les députés interdisent d'ailleurs spécifiquement aux femmes, tant que l'ordre n'est pas revenu, d'assister à toute assemblée politique, d'entrer dans les tribunes de la Convention et de s'attrouper dans la rue au-dessus de 5 sous peine d'arrestation. C'est une mesure d'ordre public qui reflète le rôle moteur qu'elles ont joué pendant et avant l'insurrection. Puisque, en effet, dans les semaines qui précèdent l'insurrection, les femmes étaient très présentes dans les tribunes de la Convention, où elles exprimaient leurs opinions. Plusieurs d'ailleurs ont été arrêtées. Et puis en 89, en 95, en 93 aussi, bon, je ne reviens pas sur 93, mais des femmes, avant que le mouvement commence, forment dans la rue des rassemblements menaçants. Vous voyez, notamment au printemps 1795, les policiers écrivent, qui surveillent ce qui se passe dans les rues. Donc tous les soirs, ils rédigent un rapport de police. Les femmes surtout, vous vous rappelez, ceux qui étaient là la semaine dernière, peut-être vous vous rappelez, Solène Nabo avait noté que cette expression revenait aussi à propos des femmes contre-révolutionnaires, mais ici à propos des femmes révolutionnaires. Les femmes surtout paraissent les plus irritées, les femmes surtout paraissent jouer le rôle principal, les femmes surtout tiennent des discours violents et séditieux. Et là, vous voyez, ce sont les rapports de police. Régulièrement, l'insurrection a lieu le 20 mai, dans les semaines qui précèdent, les rapports soulignent que les femmes appellent les hommes à se lever, appellent à l'insurrection, appellent les hommes à se lever. Les hommes sont des gens foutres, elles parlent de leur lâche de mari, elles se répandent en propos les plus incendiaires, provoquent les hommes à l'insurrection les traitant de lâches, elles les traitent de lâches. Les femmes criaient contre la Convention en disant que les hommes étaient de foutus couillons, etc. Au début de l'émeute, en 89 et en 95, elles ont un rôle d'incitation à l'action. Elles sonnent le tocsin, qui appelle, c'est la cloche qui appelle à la cloche d'alarme, si vous voulez. Elles battent le tambour, elles marchent vers le siège du pouvoir. Versailles en 89, la Convention en 95. En 1795, des commissaires écriront, après l'insurrection, « Nous ne pouvons nous dissimuler que dans les moments orageux qui ont troublé cette commune, donc les journées de prairial, les femmes ont joué le rôle de boute-feu. » Vous voyez, boute-feu, c'est celle qui allume le feu, donc de meneuse, celle qui enclenche le mouvement. C'est au début de l'insurrection, parce qu'une fois rejointes par les hommes, ça va quand même assez vite. Elles les encouragent, mais ce sont désormais eux qui, grâce à leurs armes, alors leurs armes, des fusils, des canons, des piques, dirigent l'événement. Donc vous voyez, on a une distribution, je dirais, non égalitaire des rôles entre hommes et femmes lors de certains soulèvements, je dis bien certains soulèvements, parce qu'il y avait aussi toute une série de soulèvements où les femmes ne jouent pas ce rôle de boute-feu. Là j'en parle. Voilà. Donc c'est un rôle relativement traditionnel, mais qu'on retrouve pendant la Révolution, en sachant que pendant la Révolution, on n'est plus pendant l'Ancien Régime. C'est-à-dire que désormais, les hommes, ils ont aussi des organisations, les assemblées générales de quartier, les clubs, la garde nationale, armée. Et à partir du moment où les émeutes sont dirigées, vous voyez, ne sont plus spontanées, mais sont dirigées par ces assemblées, eh bien, les femmes sont au second plan, reléguées à l'arrière-plan. Alors voilà, donc ne pas posséder la citoyenneté politique n'a donc pas empêché les femmes, et en fait il faudrait plutôt dire des femmes, ce serait plus juste, ce n'est pas toutes les femmes, mais n'a pas empêché des femmes de participer à la chose publique par leur engagement. Elles ont construit une identité civique, une identité de citoyenne, inscrite dans l'action révolutionnaire. Elles ont construit cette identité de façon empirique, au fil des jours, au fil des engagements, sans que la majorité d'entre elles ne la lie explicitement à la demande de droit.
à la demande des droits politiques. Mais on peut quand même, certains l'ont fait, et ce que l'on va voir dans un troisième point, quelle citoyenneté pour les citoyennes, c'est-à-dire eh bien, les demandes du droit de cité, que les citoyennes puissent, comme les citoyens, jouir du droit de cité, posséder une citoyenneté pleine et entière. Donc c'est la question des droits politiques. Alors le refus des... oui. Rappelons d'abord, rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais que la Révolution a produit une transformation du statut civil et familial des femmes. Pendant l'Ancien Régime, elles étaient des mineurs politiques. Elles deviennent... pardon, excusez-moi. Elles étaient des mineures d'un point de vue juridique. Elles ont désormais capacité juridique. Je vais vite, mais les lois sur l'égalité successorale mettent fin à l'exclusion des filles de l'héritage dans certaines régions. La loi sur le divorce aussi est tout à fait égalitaire et d'ailleurs a bénéficié surtout aux femmes. Voilà. Bon, je passe sur les différentes mesures, mais il faut quand même rappeler qu'au plan civil, la législation révolutionnaire donne aux Françaises probablement un des statuts les plus progressistes de l'époque, mais pas sur le terrain politique, qui est réservé aux hommes, comme partout d'ailleurs à ce moment-là. Alors cette exclusion, elle s'inscrit dans la continuité des écrits des Lumières, dans cette conception familialiste du vote dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire pour beaucoup, comme pour Diderot, les femmes sont, comme les enfants, représentés par le chef de famille. Autre argument qui est mis en avant, encore plus souvent, eh bien, l'argument qui se réfère en fait aux écrits, aux nombreux écrits du XVIIIe siècle, qui se demandaient qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, et qui en arrivaient à cette conclusion, hommes et femmes sont radicalement différents par nature, c'est une différence naturelle qui fonderait l'ordre social. Ils ont donc des rôles sociaux différents. Voilà, là j'ai mis des extraits du rapport du député Amar sur l'interdiction des clubs de femmes, qui pose aussi la question, est-ce que les femmes peuvent jouir des droits politiques, de l'exercice des droits politiques? Il répond non, bien sûr. Et vous voyez, ce qui est indiqué, les fonctions privées auxquelles sont destinées, les termes sont lourds, les femmes par la nature même tiennent à l'ordre général de la société. Cet ordre social résulte de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Chaque sexe est appelé à un genre d'occupation qui lui est propre. Son action est circonscrite dans ce cercle qu'il ne peut franchir, car la nature qui a posé les limites à l'homme commande impérieusement et ne reçoit aucune loi. Alors, Amar, attention, considère que les femmes peuvent quand même suivre les débats, parce que comme mères républicaines, elles doivent pouvoir être au courant de ce qui se passe pour élever leurs enfants dans les principes de la liberté et de l'égalité, mais elles ne peuvent pas participer aux discussions publiques. Alors certains et certaines ont protesté contre l'exclusion. Je vais passer un peu vite. Le premier, c'est Condorcet, en 1790, qui publie un article sur l'admission des femmes au droit de cité. C'est le premier donc à poser la question de l'égalité entre hommes et femmes d'un point de vue politique. Condorcet assure d'abord que les femmes naissent avec les mêmes droits naturels que les hommes et que les leur dénier en société, c'est violer le principe de l'égalité des droits. Et alors je ne vais pas tout lire, mais il y a cette phrase qui est très belle, où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, où tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens, au nom du principe de l'égalité des droits et de la réciprocité des droits. Et puis ensuite, il dit, bon alors, donc, du point de vue des principes, pas de doute, hommes et femmes ont les mêmes droits, par naissance, les mêmes droits naturels. Les droits naturels, c'est ce que vous possédez par nature d'être humain, dès la naissance. Et il demande, mais alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des raisons qui font que les femmes ne peuvent exercer ces droits? Et, vous voyez, il reprend, il examine les arguments sur leur prétendue incapacité au vote et à l'éligibilité. Je ne développe pas. Voilà. Il faut dire que Condorcet se place sur le terrain des principes. Il dit bon, une femme devrait pouvoir être éligible. Bien sûr, si on considère qu'elle n'a pas à être élue, eh bien on ne vote pas pour elle, mais on ne peut pas lui interdire de se présenter à une élection. Oui, c'est la dernière phrase. Et sa conclusion, il n'y a pas entre les hommes et les femmes une différence naturelle qui puisse légitimement fonder l'exclusion du droit.
Olympe de Gouges, bien sûr, hein, c'est à elle qu'on pense peut-être en premier, qui en septembre 1791 rédige sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour souligner, à mon avis, les ambiguïtés d'un universalisme. Elle ne remet pas en cause l'universalisme, mais d'un universalisme qui ne s'appliquerait qu'à la moitié de l'humanité. Alors, cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, aujourd'hui, c'est un texte emblématique, hein, mais à l'époque, moi je ne l'ai jamais vu cité pendant la Révolution, jamais. Olympe de Gouges était connu, hein, mais ce texte-là, il y a d'autres textes d'aide qui sont cités, mais pas celui-ci. Et d'après les recherches que j'avais faites, c'est seulement à partir du milieu du XIXe siècle qu'on commence un peu à évoquer la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc c'est un texte de combat dans lequel elle assure, comme Condorcet, que les hommes et les femmes ont les mêmes droits naturels. Elle appelle les femmes à se réveiller, à réclamer leurs droits naturels qui sont perdus dans la société. Elle assure que les femmes payent des impôts, qu'elles sont soumises à la loi, qu'elles devraient donc pouvoir voter, être éligibles, admissibles à toutes les fonctions publiques. Et notamment, il y a cette phrase très connue aujourd'hui, hein, l'article 10, la femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune ici, c'est-à-dire d'être élue, hein, de monter à la tribune de l'Assemblée. Alors vous avez quelques autres brochures hein, qui, dans les premières années de la Révolution, qui ont également un aspect revendicatif, mais elles sont très peu nombreuses. Alors ces aspirations au droit de cité, ensuite elles ne disparaissent pas, mais à partir de 92, elles ne sont plus exprimées par des individus relativement isolés, hein, comme Condorcet ou Olympe de Gouges. En fait, très peu de femmes ont demandé les droits politiques, mais plusieurs ont parfois mené des initiatives symboliques, alors des initiatives qui montrent à la fois, qui mélangent à la fois soutien à la Révolution, hein, et en même temps, en fonction des conceptions de l'époque, qui peuvent être aussi comprises comme des gestes symboliques. Alors j'ai dit d'entrer dans la citoyenneté. Vous voyez, elles ne demandent pas les droits, hein, mais par exemple, des femmes vont demander de prêter serment lors des cérémonies civiques. Or, le serment marque la création d'une nouvelle communauté politique formée de citoyens, des citoyens qui l'ont prononcé. Donc en prêtant serment avec les hommes ou après eux, c'est aussi la même chose que de dire nous aussi nous sommes citoyennes. C'est la même logique. La demande d'organiser des femmes en garde nationale, qui était un des droits politiques du citoyen, c'est un droit qui, avec le vote, définit la citoyenneté. Et au moment de l'entrée en guerre, en 1792, dans plusieurs villes, vous avez des citoyennes qui demandent le droit naturel de s'organiser en garde nationale. Je donne l'exemple de Paris, hein, une pétition signée par plus de 300 Parisiennes, mais il y en a d'autres dans d'autres villes. Donc là, vous voyez, sans réclamer ouvertement la citoyenneté, elle demande l'exercice d'un droit hein, qui est constitutif de la citoyenneté. L'autre droit, évidemment, constitutif de la citoyenneté, c'est le vote. Alors, il y a très peu de demandes hein, du droit de vote, elles sont complètement marginales. Mais certaines femmes, quand même, ont voté, symboliquement, en 1793. 1793, c'est une nouvelle constitution républicaine hein, qui est rédigée et votée par les députés et qui ensuite est soumise à référendum. Et dans plusieurs dizaines de villes, une trentaine, peut-être plus, des femmes, c'est pas les femmes, hein, des femmes se réunissent, elles votent. Elles votent, alors, vous savez, le vote à l'époque se faisait en assemblée, hein, donc elles créent une assemblée. Elles votent soit à la suite des hommes, de l'assemblée électorale des hommes, soit le plus souvent, elles se réunissent spécialement pour la circonstance, ou alors s'il y a un club de femmes, elles votent à l'intérieur du club de femmes. Et puis ensuite, non seulement elles votent, mais elles vont informer solennellement les députés que, je cite, hein, même si elles sont privées par leur sexe du droit honorable de donner leur suffrage, eh bien elles aussi, elles acceptent la Constitution qui a été présentée à la sanction du peuple souverain. Donc vous voyez, elles s'incluent dans le souverain. Alors, évidemment, ces votes féminins n'ont aucun poids légal, elles le savent bien, hein, mais en se réunissant ainsi pour voter, en informant les députés, oui, elle transforme un acte privé individuel, un individu qui ne possède pas les droits politiques et qui trouve que la Constitution est bien, donc ça c'est un acte privé individuel, et elle le transforme en un acte public, collectif, de citoyennes qui s'inscrivent dans le corps politique, qui exercent symboliquement la souveraineté. Comment vous dire? Vous voyez, pour vous donner une idée comme de la force
imaginez aujourd'hui, des gens qui n'ont pas les droits politiques, par exemple des étrangers, qui, si on avait une nouvelle constitution, décideraient de voter, à part, hein, bien sûr, et de rendre public leur vote. Vous voyez, ça a un sens symbolique fort. Et puis d'ailleurs à cette occasion, vous avez 4 demandes des droits politiques de femmes, 2 clubs de femmes qui demandent le droit de vote, comme cette parisienne, anonyme. Nous vous demandons des assemblées primaires, c'est-à-dire électorales, et comme la Constitution repose sur les droits de l'homme, nous en réclamons aujourd'hui l'entier exercice. Alors il faut savoir aussi qu'en 1793, il y a quand même une légère ouverture vers l'idée, alors non pas les droits politiques des femmes, mais que la citoyenne, c'est quand même pas seulement la mère de famille, donc, et notamment au moment de la rédaction de la Constitution de 1793, il y a des projets qui sont envoyés à l'Assemblée nationale, hein, à la Convention, de la part de citoyens, et dans 6 de ces projets, eh bien, est envisagé le vote de certaines femmes. Alors, suivant les cas, je ne détaille pas, mais ça peut être pour les célibataires et les veuves, puisque là on se situe dans cette conception familialiste, hein. Elles ne sont pas représentées par le mari. Donc les femmes mariées sont représentées par le mari, ce n'est pas le cas des célibataires et des veuves, donc elles devraient pouvoir voter. Dans un projet, alors ça c'est large, hein, il y a un député, enfin c'est pas un député, un citoyen qui propose que ce soit les mères ou les épouses de citoyens qui puissent voter, ou celles qui travaillent, c'est vrai quand même pas mal de monde. Un autre, alors toutes les femmes, quelle que soit leur situation, mais non pas pour élire les députés, vous voyez, mais pour au moment de l'acceptation des constitutions. Donc on est bien dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment l'application du principe qui sont mises en valeur dans ces projets, mais ils ne proposent pas une citoyenneté pleine et entière, mais simplement des suffrages restreints liés à des conditions particulières. Cependant, vous avez 2 députés, les députés Rome et Guillaumard, qui proposent en avril 1993 une citoyenneté pleine et entière et qui repose sur l'application des principes. Alors, Gilbert Rome, c'est un député montagnard, c'est un philosophe, mathématicien, un des créateurs du calendrier révolutionnaire, et lui, vous voyez, il propose que, alors je résume, tout homme de l'un ou de l'autre sexe, dès qu'il est parvenu à l'âge de maturité, eh bien, voilà, est réuni au corps social, et alors il est citoyen et peut exercer les droits politiques. L'autre député, Pierre Guillaumard, député des Côtes du Nord, des Côtes d'Armor actuelles, en breton, donc, qui était marchand de draps au départ. Bref, il a fréquenté Condorcet, c'est quelqu'un d'assez original, hein, il défend les Girondins en 1793 et les néo-jacobins sous le Directoire. Et alors lui, il publie Le partisan de l'égalité politique entre les individus, ou problème très important de l'égalité en droit et de l'inégalité en fait. Alors, il précise qu'il utilise le terme individu plutôt que homme, parce que, dit-il, enfin écrit-il plutôt, il est évident que l'homme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'être humain, mais bon, il dit comme le terme individu est moins ambigu. Vous voyez aussi, il assure que le problème ne se pose pas en droit, mais il se pose dans les faits. Il appelle les députés à s'affranchir de ce qu'il appelle l'orgueil sexuel, du préjugé de sexe. Affranchissons-nous au plus tôt du préjugé de sexe. Il les appelle à appliquer la Déclaration des droits sous peine de détruire ce qu'il appelle la République démocratique qu'ils sont en train de construire. Vous voyez qu'il a des mots forts par le vocabulaire. Il souligne la distorsion entre les principes, le droit, et les faits. Notamment avec cette phrase « Cette liberté, cette égalité appartiennent également à l'homme et à la femme », c'est-à-dire la liberté politique, c'est-à-dire le droit de vote, ou bien l'immortelle déclaration contient une mortelle exclusion. L'immortelle déclaration contient une mortelle exclusion. Et il y a quelques mots sur le... Enfin, il s'attarde sur le mot citoyenne. Le nom de citoyenne, si les femmes ne peuvent posséder les droits politiques, n'est plus que ridicule et doit être retranché de notre langue. Il faudra désormais les appeler femmes ou filles de citoyens, jamais citoyennes, ou retrancher le mot, ou accorder la chose.
Alors quand même, il prévoyait que dans le contexte actuel, c'est-à-dire le fait qu'on allait voter pour accepter la Constitution, bon, si jamais le vote des femmes était... enfin, les femmes devraient pouvoir voter, mais on ne sait jamais si leur vote aurait pu donner une éventuelle victoire aux ennemis de la Constitution. Donc il proposait qu'il y ait deux votes séparés, vote des hommes d'un côté, vote des femmes de l'autre, et si jamais ils étaient en désaccord, ça serait le vote des hommes qui l'emporterait. Comme ça, à la fois elles pourraient voter, et en même temps, on est tranquille, la Constitution républicaine n'est pas mise en danger. Alors, voilà, je dirais que ces voix sont, bien sûr elles sont minoritaires, hein. Moi je mets l'accent dessus, mais il faut bien voir que c'est minoritaire, mais elles sont suffisamment fortes pour que le comité de constitution, donc qui s'occupe de la constitution, eh bien, se sente tenu de leur répondre en assurant que l'exclusion est souhaitable, mais quand même, on précise, au moins encore nécessaire pour quelques années. Voilà. De plus, c'est presque fini, en juin 1793, les députés, la Convention, alors ne reconnaît pas le droit de vote des femmes, bon, ça n'a pas été caché, c'est pas un scoop, non, elles n'ont pas eu le droit de vote, mais le reconnaît néanmoins un droit de vote. C'est-à-dire, il est décidé que dans chaque commune, je cite, les habitants de tous sexes se réuniront pour voter s'ils décident de partager ou non les biens communaux qui appartiennent à la commune, hein, les partager entre tous les habitants de la commune. Alors, c'est un vote qui a lieu dans l'Assemblée des habitants, hein, et non pas dans l'Assemblée électorale des citoyens. Il ne s'agit pas d'élire ses représentants, hein, les représentants qui vont faire les lois, mais plutôt de régler un problème qui concerne la communauté locale. Donc vous voyez, la mesure n'insère pas les femmes dans la citoyenneté politique, mais on pourrait peut-être dire néanmoins qu'elle encore faire une sorte de citoyenneté locale, hein, en tant qu'habitante d'une cité, hein, comme rappelait la définition du mot par le dictionnaire de l'Académie. Alors d'autres indices, hein, vont dans le sens d'une ouverture à l'été 1793, qui révèlent qu'il y a au moins des interrogations, que le mot citoyenne n'est plus entendu de façon écrasante, hein, par tous comme seulement l'épouse du citoyen. Je donne un exemple. Lors de la fête du 10 août, et après j'ai bientôt fini, lors de la fête du 10 août 1792, eh bien, les femmes sont honorées, et c'est la seule fête à ma connaissance où sont mises en avant non pas les femmes comme mères des générations futures ou comme épouses des défenseurs de la patrie, etc., mais comme citoyennes actives, puisque vous avez sont honorées les citoyennes des 5 et 6 octobre 1789, c'est-à-dire les femmes qui sont allées à Versailles chercher le roi en octobre 1789. L'été 93, c'est également le moment où certaines sociétés populaires deviennent mixtes au nom de l'égalité sociale. Alors, ne nous trompons pas, il ne s'agit pas d'une vague de revendication ou de reconnaissance, hein, de l'identité politique citoyenne, mais il y a quand même un faisceau d'indices qui montrent qu'il y a des interrogations. Des interrogations qui culminent en septembre 1793, puisque à la suite d'une campagne menée par les femmes d'une société populaire mixte à Paris, hein, elles demandent que les femmes soient comme les hommes obligées de porter la cocarde, vous savez, la cocarde tricolore, hein, qui est un symbole de citoyenneté. Et la Convention s'incline après toute une série d'incidents et assure que voilà, les femmes seront obligées comme les hommes de porter la cocarde, signe de citoyenneté. Un épisode qui pourrait paraître anodin, hein, mais il est pourtant bien lié à la question de l'identité politique féminine. Ainsi, le club des Cordeliers soutient cette pétition, comme d'ailleurs le club des Jacobins, mais le club des Cordeliers a cette phrase intéressante: les citoyennes qui partagent nos travaux doivent également partager cet avantage. Et vous avez aussi des femmes qui refusent la cocarde et qui disent qu'elles ne la porteront pas tant qu'on ne leur donnera pas une carte de citoyenne. Donc, vous voyez, il y a bien, les deux sont bien liés. Dans le contexte d'ouverture de l'été 1793, obliger les femmes à porter la cocarde, eh bien ça revient à leur reconnaître une existence politique. Je dis bien dans ce contexte. Et d'ailleurs, c'est comme cela, hein, que c'est perçu. On a des témoignages, hein, qui rapportent des propos d'hommes qui assurent que maintenant que les femmes ont la cocarde, elles vont demander les droits politiques, elles vont demander de partir à l'armée, elles vont même se couper les cheveux comme les hommes, etc. Et vous voyez, fin septembre, donc peu de temps après le décret sur la cocarde, ce sont toujours les observateurs de police, hein, qui rapportent ce que l'on dit dans les rues de Paris et qui assurent que des malveillants murmurent que les femmes ont autant de droits que les hommes au gouvernement de leur pays, que le droit de voter est un droit naturel qu'elles doivent réclamer,
que dans un État où la loi consacre l'égalité, les femmes peuvent prétendre à tous les emplois civils et militaires. Évidemment, il n'en était pas question. Il fallait donc stopper ces revendications qui restent, je répète toujours, minoritaires. N'imaginez pas qu'il s'agit d'un grand mouvement revendicatif, pas du tout. Ça reste minoritaire, mais des voix qui sont quand même plus audibles, peut-être. Et à mon sens, c'est pour cela que un mois plus tard, en octobre 1793, dans un contexte politiquement moins favorable aux femmes, eh bien, les clubs de femmes sont interdits. Et c'est pour cela que c'est la seule fois pendant la Révolution où l'Assemblée discute, en tout cas où la question est ouvertement abordée à l'Assemblée. Et que l'Assemblée rappelle que les femmes ne peuvent exercer les droits politiques. Une réponse qui est destinée à faire taire ces voix. Voilà. Ce qu'on appelle le rapport Amar, ne met pas fin à l'intervention des citoyennes dans l'espace public, mais c'est vrai qu'après cette date, après le 30 octobre 1793, on n'entend plus les partisans de l'égalité politique, on ne les entend plus, et probablement parce qu'ils se taisent. Par-delà leurs différences, vous voyez qu'ils se fondaient tous sur l'universalité de la Déclaration des droits. Je n'ai pas le temps de développer, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le référent pour ces demandes. Et puis, ils faisaient aussi de cette question de l'égalité une question de principe, une question politique qui concernait l'ensemble de la cité et pas seulement les femmes. Je rappelle Guillaumard, l'immortelle déclaration contient une mortelle exclusion. Il dit aussi le fait que les femmes ne possèdent pas les droits politiques, c'est une hérésie politique capable de tout détruire. Voilà. Et ils assuraient donc que tant que les femmes n'auront pas les mêmes droits politiques que les hommes, la société ne pourrait se dire libre et démocratique. Et je vous cite, pour terminer, avant de conclure, la citoyenne présidente du club de femmes de Dijon, qui, dans sa réponse aux révolutions de Paris, écrivait aussi « Partout où les femmes seront esclaves », alors esclaves, c'est-à-dire esclaves politiques, privés de leurs droits, de la totalité de leurs droits, partout où les femmes seront esclaves, les hommes seront courbés sous le despotisme. Et c'est la même idée qu'exprime par Condorcet, cette idée de réciprocité des droits. Donc, alors, en conclusion, non seulement les femmes n'ont pas obtenu les droits politiques, mais le Code civil napoléonien, en 1804, balaya les avancées révolutionnaires qui concernaient le statut civil et familial des femmes. Quant à la citoyenne, vous voyez, son existence est déniée, le mot presque banni, puisque en 1800, au moment où commencent les travaux préparatoires pour l'élaboration d'un code civil profondément inégalitaire, Bonaparte, le premier consul, demande que l'on rende aux femmes leur titre de madame. Et le journal des débats qui rapporte la chose précise, comme elles n'exercent aucun droit politique, la qualification de citoyenne manque de justesse à leur égard, et offre l'inconvénient de ne présenter aucune distinction entre les personnes mariées et celles qui ne le sont pas. Donc, vous voyez, ce que Guillaumard avait lancé comme une provocation en 1793, ou accorder la chose ou retrancher le mot, pris au pied de la lettre. On n'accorde pas les droits et on retire le mot. Et on ne peut être plus clair, les femmes ne sont plus considérées comme des citoyennes incluses dans la nation, mais elles doivent être désignées par leur statut matrimonial et cantonnées dans la sphère familiale. Donc le retour à l'ordre, cependant, comme souvent, peut-être comme toujours, le retour à l'ordre, c'est jamais, en tout cas, c'est pas le retour au même ordre, parce que d'abord, en affirmant le principe fondateur d'égalité, même s'il a été bafoué pendant la Révolution, les révolutionnaires ont donné les armes pour combattre cette inégalité plus tard. Et puis quant aux femmes révolutionnaires, en s'affirmant citoyennes dans leurs discours, par leurs actes, en forgeant ainsi une identité politique que beaucoup leur refusaient, elles ont donné vie au mot, sans posséder pour autant les droits, mais elles ont inscrit ce mot dans le vocabulaire. Et une fois n'est pas coutume, je terminerai en citant un historien contre-révolutionnaire, Taine, qui, dans les origines de la France contemporaine, donc écrit à la fin du XIXe siècle, a cette phrase « Citoyen, mot redoutable, dont les femmes se sont emparées comme d'une cocarde ». Merci à vous.